Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, mercredi 18h, c'est l'heure de Code Rome X. Code Rome X, c'est cette émission qui est consacrée à ces métiers pas comme les autres, peu ou mal connus, voire non répertoriés dans la nomenclature des professions. Eau, terre, air, feu, émail et or, pigments, plumes, encre, matière. Pratiques multiples dans les fumées et la chaleur, celles des fours d'où apparaîtront les couleurs sur des figures et des formes sous l'égide de l'imprévisibilité. Mon invitée n'est pas alchimiste, mais presque. Elle utilise des méthodes ancestrales et renouvelées au fil de son inspiration. Je vous invite à découvrir son univers, son petit monde, comme elle aime à décrire ses créations. Je reçois aujourd'hui Wasabi. Bonjour. Bonjour Jim. Wasabi, vous êtes invité parce que vous faites partie d'un... Vous travaillez en tout cas dans un lieu. C'est un lieu qui regroupe 4 créateurs. Il s'agit de l'atelier Artémis, qui est situé entre le château et la mairie de Pornic, pour situer géographiquement le lieu de cet atelier Artémis. Mais vous êtes invité aujourd'hui pour parler de votre univers de création, ce petit monde. J'aurais tendance à dire polytechnique au pluriel. Est-ce que ça résume un peu votre univers ? J'aurais dit polypoétique. Polypoétique. Oui. C'est vraiment plus joli, oui. Oui, mais c'est vrai que j'ai un côté un petit peu polyvalent et touche à tout. J'ai une grande curiosité, en fait, toujours qui me pousse à aller explorer de nouvelles choses, de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. Justement, on a l'occasion durant cet entretien, cette émission qui vous est consacrée, de parler de toutes ces cordes et de cet arc en question. Le petit monde, disais-je. Oui, c'est un petit monde parce que mon univers, il est imprégné des éléments de la nature, l'eau, l'air, oui, la terre et le feu. Il est imprégné d'un esprit un petit peu animiste, un petit peu magique, un petit peu poétique, fantastique. Voilà, il navigue un petit peu dans tout ça. Et c'est un monde que je me construis quand même comme des petits remparts, des petits totems autour de moi, que ce soit par la plume ou par le travail de la terre. Poétique, c'est un mot qui vient d'apparaître au moins 2 fois, je ne les ai pas comptés véritablement depuis qu'on a commencé cette émission. Et ça me fait penser à poésique, qui est on va dire le nom numéro 2 de l'atelier Artémis. Oui, le lieu poésique, ça m'est venu un peu comme ça, puisque on se regroupe avec 2 garçons qui sont vers l'univers musical et 2 filles qui sont vers un univers plus peinture, art. Plus visuel, oui. Plus visuel, voilà. Et je trouvais que ça rassemblait tout le monde et ça rassemblait aussi l'esprit un petit peu du groupe. Donc voilà, puis moi ça me parle, ces jeux de mots, ces jeux de syllabes, etc. Voilà. Poésique, donc. On va avoir également l'occasion d'en reparler à la fin de cet entretien de l'atelier Artémis et de cette collaboration entre 4 créateurs. J'ai découvert plein de choses lors de l'entretien préparatoire à cette émission, notamment des termes que je n'ai pas l'habitude de rencontrer dans ma profession en tout cas, comme raku ou raku. De quoi s'agit-il ? Alors le raku, c'est une technique ancienne, on la situe approximativement autour du XVIe siècle. Elle vient des pays d'Asie, Corée, Japon, etc., où c'est une technique qu'ils avaient mis au point pour la fabrication beaucoup de poteries, de bols pour la cérémonie du thé. C'est une technique très particulière qui nécessite une terre aussi particulière qui résiste au choc thermique, puisque on cuit 2 fois et à la deuxième cuisson, qui est la vraie cuisson raku, qui se fait avec un four à gaz, on sort les pièces à peu près à 1000 degrés, on crée un choc thermique et on enfume dans la sûre
ce qui crée des effets, soit de craquelure, soit de métallisation. Enfin, il y a tout un procédé, une alchimie qui se passe à ce moment-là au niveau de la sortie du four. Je disais que dans votre présentation que vous étiez presque une alchimiste, mais finalement vous évoluez dans cet univers de fabrication, de création qui s'en approche de l'alchimie. Oui, ça, c'est quelque chose qui, malgré moi, est là, est présent dans tout ce que je fais, parce que je retrouve cette alchimie un peu naturelle des éléments aussi dans mes dessins, dans ma façon d'aborder cet aspect-là de l'art. C'est puissant en moi, ça revient inévitablement. Il y a la présence de l'eau, de l'air, du feu, de la terre. La terre et tout ce qu'elle comporte, hein, le végétal, le minéral et l'animal. C'est voilà, c'est en moi, c'est quelque chose qui me porte et ça sort dans tout ce que je fabrique. Avec également ce côté d'imprévisibilité lié à la cuisson, à la Oui, chaleur. oui. Ça, c'est aussi un élément qui se retrouve un petit peu dans toutes mes techniques, c'est-à-dire que j'aime cette espèce de côté aléatoire, de l'heureuse surprise ou l'heureux hasard, puisque le fait de jouer avec les éléments, évidemment, va introduire une part d'imprévisibilité qui va être liée à la météo, à l'air, à s'il pleut, s'il fait du vent, enfin à la chaleur qu'il fait, etc. J'ai aussi cette imprévisibilité dans le travail des encres. Et j'aime ce côté aléatoire qui me fait sortir un petit peu des sentiers battus et auquel je dois m'adapter, je dois improviser en fonction de ce que justement les éléments et la nature m'offrent. Mhm. Concrètement, si j'ose dire, comment est-ce que comment se déroule la naissance d'une nouvelle création? Il y a une vision, un rêve, une envie de faire représenter ou des personnages qui eux-mêmes se trouvent dans un décor. Oui, souvent les gens me demandent combien de temps ça vous prend, comment vous faites, etc. En fait, ça, je ne peux pas mesurer le temps parce qu'il y a toute une phase préparatoire où les choses me viennent en esprit, en fait, quelquefois, souvent la nuit d'ailleurs, oui, en rêve, où je visualise des pièges, où je visualise une histoire. Parce que tous appartiennent à la même histoire, en fait. Tous ces personnages, ces dessins appartiennent à la même histoire. Donc je les conscientise comme ça petit à petit. Parfois, je les dessine. Et un jour, enfin, je sens que c'est le moment, que c'est le moment de la naissance et que c'est le moment de mettre les mains, soit dans l'encre, soit dans la terre, pour faire naître cette pièce. Après, il y a la partie purement, on va dire, pratique. Là, le travail de la terre, donc c'est une terre de grès, une terre particulière qui est la terre de chez des Bayet, une entreprise familiale qui se trouve en Bourgogne. Une terre très particulière que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a des grandes qualités de résistance mécanique à la cuisson du ragoût. Je monte toutes mes pièces en creux. Il y a certains sculpteurs qui partent de la masse et qui est vide. Non, moi, je monte tout en creux, donc soit à la plaque, soit au boudin, avec des formes parfois de base qui m'aident à partir de moules en plate, qui m'aident à monter plus vite mes sculptures. Et ça, c'est la première partie. Donc, une première pièce qui sort, qui va demander un long temps de séchage, qui est cuite une première fois au four électrique. Puis, on passe à la deuxième cuisson, qui est donc la cuisson raku. Avant, on a d'abord émaillé. J'émaille tout au pinceau, puisque toutes mes pièces ont beaucoup de petits éléments, de petites pièces, etc. Donc, oui, ça fourmille de détails. Ça fourmille, il y a beaucoup d'empreintes, il y a beaucoup de travail sur la terre aussi. Donc, je fais tout au pinceau. Et après, donc, la deuxième cuisson raku, où là, tout se joue, où tout peut basculer, où tout peut... Voilà, avec la part d'imprévisibilité et qu'aucune pièce, évidemment, ne pourra ressembler à une autre. Parce que déjà, je ne refais pas deux fois la même chose. Et les éléments du jour vont faire qu'au niveau des couleurs, ça ne sera jamais pareil.
Là encore, la présence de les éléments du jour, on est toujours avec vous dans cet aspect très en liaison avec la nature, avec l'air, la température d'une pièce ambiante. J'imagine que c'est... Oui, la température, là, la taille de la pièce va jouer sur la température de refroidissement, qui va jouer sur la façon dont les émaux vont se métalliser ou pas. Enfin, voilà. La chaleur extérieure, si le vent qui va faire que en soufflant sur la pièce, ça peut craquer plus vite ou moins vite. Enfin, voilà, tous ces éléments-là. Et le fait que je joue avec le feu, parce que c'est une cuisson quand même un peu à risque aussi, hein. On est très protégé, on a des masques, on a des gants, on a des pinces pour 1000 sortir la degrés, pièce. oui. Oui, voilà, 1000 degrés, il faut être très protégé. Voilà, toute cette alchimie me plaît énormément. Mhm. Est-ce qu'il y a toujours cet effet de surprise face à peut-être l'inattendu lorsqu'une pièce est donc passée dans ces Il y a une effet de différents stades? surprise complètement, même si j'essaye de projeter. Ce qui est difficile dans le travail d'émaillage, c'est qu'un émail, quand il n'est pas cuit, n'a pas la couleur qu'il va avoir après cuisson. Donc il faut essayer de projeter ce que ça peut donner sur la pièce, en associant aussi les autres couleurs. Donc il y a une partie que j'essaye de visualiser, mais que je maîtrise évidemment pas complètement. Et puis c'est une technique qui pousse à l'humilité de toute façon, parce qu'il faut accepter, voilà, il faut accepter parfois le petit défaut, la petite craquelure, pas comme on voulait. Enfin voilà, il faut accepter que ça se passe peut-être différemment de ce qu'on avait pensé. Mais c'est souvent des belles surprises. Mhm. Là, j'imagine qu'il y a toute l'expérience aussi qui compte, parce que même si l'imprévisibilité est toujours au détour à la sortie d'un four, on a quand même toute la pratique et l'expérience Oui, d'un en fait, métier. avec le temps, on commence à comprendre aussi un petit peu mieux les mécanismes, tous les éléments qui influent dans le résultat. Et donc, on arrive un petit peu mieux à prévoir, à se dire, tiens, j'aimerais aller vers ça. Et donc, à essayer du coup de construire sa pièce, d'avoir les bons gestes au bon moment. Parce qu'au moment de la sortie du four, c'est un élément, on va dire, c'est un moment, on va dire, un peu tendu, parce que la rapidité à laquelle on sort la pièce, à laquelle on l'enfume, va avoir des conséquences sur la couleur. Enfin, voilà. Donc, on arrive un peu mieux, oui, avec l'expérience, et forcément à prévoir ça. Et puis, on a moins de casse aussi. Encore que j'ai très peu de casse. La pièce sort du four, puis ensuite, il y a cette étape qui est celle de l'enfumage. Alors, Oui. concrètement... Donc, une grande malle avec de la sueur. Et c'est pareil, selon la manière dont on va enfumer la pièce, si on l'enfouit totalement ou partiellement, le noir de fumée va pénétrer en fait toutes les parties de la terre qui ne sont pas émaillées, y compris les craquelures s'il y en a. Donc ça va déjà jouer sur ça. Et aussi, si on prive la pièce d'oxygène, on a des procédés qu'on appelle la réduction, et qui fait que les éléments métalliques contenus dans l'émaillage, comme souvent du cuivre par exemple, vont ressortir, et c'est ce qu'on appelle les effets de métallisation. Donc là, il faut être très 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 rapide, parce que si la pièce est trop refroidie, ça ne fonctionne pas. Ouais, donc, là encore, le terme alchimie Ah oui, revient. voilà. C'est vraiment une technique, oui, qui je veux dire, c'est pas la poterie où on ferme la porte du four et on met à cuire et on revient 24 heures plus tard, on ouvre et c'est terminé. Là, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment ce travail-là d'interaction, on va dire, physique et vivante avec la terre, avec les éléments, avec le feu, le feu, la fumée, le noir de fumée, voilà, etc. Et ça, c'est vibrant, c'est palpitant. Petit monde, donc, parce que ces pièces en question, elles représentent... alors souvent, ce sont des personnages, des animaux dans un Ouais. décor. Si on les regarde pendant plusieurs minutes, on a presque l'impression qu'ils vont bouger. Et vous m'avez confié, lors de la préparation de cette émission,
que certaines personnes qui font l'acquisition d'une pièce ont tendance à revenir pour en... Oui, j'ai plusieurs clients dans la région qui ont acheté une pièce, et puis deux, puis trois. J'ai même une dame qui en a acheté 5. Et parce que finalement, je crois qu'elles ont pris plaisir aussi à les associer et à les mettre en scène tout ensemble, parce que en fait, elles se parlent, toutes ces pièces se parlent. Je dis, c'est la même histoire, elles sont dans le même univers, elles fonctionnent ensemble. Et donc, ce que moi je construis, elles le ressentent aussi, et du coup, elles ont construit un peu un monde aussi, leur monde, à partir de mes pièces chez elles, quoi. Mhm. Mm. Une question que j'ai posée la semaine dernière à Isatis, qui fait également partie de l'atelier Artemis, qui, elle, fait de la peinture associée à de la broderie, notamment, et du collage. Si je vous demande à brûle pour point de penser à une de vos créations, ce serait laquelle et pourquoi? Euh, c'est la Mère Louve qui me vient. C'est une pièce qui est partie. C'était la Grand-Mère Louve. J'ai fait toute une série sur le loup et le petit chaperon rouge. Et en revisitant ça avec un loup, évidemment. Mes personnages sont en général empathiques et bienveillants. Je n'arrive pas à faire de méchants, c'est pas possible. Donc la grand-mère Louve, ça a correspondu à l'époque où je suis devenue grand-mère. Mhm. Et pour la première fois, l'année dernière. Et donc j'ai fait cette grand-mère Louve qui était tout en douceur. Voilà, c'est elle qui me vient. Alors, il y a également des termes que j'ai découverts, je l'avoue, en votre compagnie, comme sgraphite, engobe, et également cyanotype, et l'utilisation des ultraviolets, et toujours avec ce rapport très proche avec la nature, les feuillages. Ouais. Alors en fait, je suis en train d'explorer d'autres pistes dans le travail de la terre. Donc c'est le travail d'engobe et de sgraphite. L'engobe, c'est une terre qui est colorée avec des pigments, qui ressemble un peu comme une pâte à crêpes, et qu'on va venir poser sur la pièce quand elle n'est pas cuite. Et le sgraphite, c'est la technique de venir gratter ça, quand c'est un petit peu séché, mais pas trop, pour faire en fait une partie très graphique sur la pièce. Donc c'est un autre travail qui n'est pas le ragoût, que je suis en train d'explorer. Et la partie finale, il y a 3 cuissons. La dernière cuisson se fait aussi avec des ajouts d'un émail or. Donc ça, je suis en train de le travailler. Et donc, le côté après donc, des encres, le travail des encres, c'est que j'ai démarré il y a 2 ans à peu près. Un travail qui m'a passionné, le travail des encres et le travail à la plume et à l'encre de Chine. Et à un moment, ma route a croisé aussi la technique du cyanotype qui me reliait à nouveau aux plantes et à la nature, puisque c'est une technique qui est beaucoup utilisée à partir de matériaux naturels comme les plantes. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs Oui, en le quoi ça cyanotype, consiste? c'est une vieille technique d'impression, en fait, avec la lumière du soleil, les ultraviolets de la lumière du soleil. Ce sont 2 produits qu'on mélange, qu'on applique sur le papier. On vient ensuite poser les feuillages ou les plantes, alors soit sèches, soit fraîches, sur ce papier. On met ça sous une vitre, au soleil. Donc l'été, en 10 minutes, un quart d'heure, le produit réagit au soleil. Les plantes, on va dire, vont faire écran, c'est-à-dire qu'à l'endroit où on met les plantes, ça va faire comme un pochoir, ça évite que le produit réagisse au soleil. On enlève tout, on passe tout sous l'eau, et à ce moment-là, tout devient bleu prusse. C'est un bleu très très particulier, le bleu du cyanotype, un bleu très très intense. Et donc c'est tous ces effets de végétaux, de matière dans ce bleu. Et moi, j'ai intégré ça à mon travail avec les encres et la plume. Je reviens travailler dessus en redessinant à la plume, à l'encre, pour créer. Pareil, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de planètes, de petits mondes. Voilà, on refait le lien avec la Terre. Et souvent, j'ai des périodes où je passe de l'un à l'autre, et il y a une belle circulation d'énergie qui se fait entre les 2 techniques. En fait, elles se parlent. Certains dessins vont influencer des pièces ou vice-versa. Il y a une technique qui physiquement est pour moi plus reposante, c'est la technique des encres et du cyanotype. Une technique plus physique qui est celle de la terre. Et de la cuisson, donc. Et de la cuisson. Et des cuissons, ouais. Des cuissons. L'atelier Artemis, ce sera cette dernière partie de cette émission. 4 créateurs
qui décident d'investir le même lieu pour proposer en fait leur création. Comment est-ce que ça se déroule cette coopération? C'est tout nouveau, c'est tout neuf. On se connaissait pas vraiment en fait. Enfin, moi je connaissais Tiffaine Isatis donc, qui fait les peintures et collages. Je connaissais pas les garçons, voilà. Mais j'avais entendu parler d'eux et je savais qu'ils avaient envie de présenter leur travail et moi aussi. Et puis voilà, le hasard a fait que on s'est rencontrés, on a trouvé ce local et on s'est lancé sans vraiment, sans vraiment se connaître et savoir où on allait. Et étrangement, quand les choses doivent se faire, elles se font bien, et que les synchronicités se mettent en place parce que tout s'est fait très vite et simplement. Les univers se parlent bien, s'harmonisent bien, on va dire, au niveau des matériaux, des couleurs, etc. Ça fonctionne complètement. Donc voilà, on est en pleine découverte. On se découvre aussi humainement tous. Voilà, on apprend à se connaître, à trouver nos façons de s'accommoder les uns des autres, des caractères de chacun, voilà. Bon, voilà, l'aventure est lancée. 4 planètes, 2 univers, un sonore et l'autre visuel. Vous fonctionnez actuellement, vous êtes ouvert tous les week-ends dans cette période d'hiver, Oui. et vous effectuez des permanences. Comment ça se déroule pour accueillir des personnes qui rentrent dans l'atelier Artémis et qui vous posent des questions sur les 3 autres univers? Alors, on a essayé d'avoir des petites vidéos pour pouvoir parler du travail de chacun, surtout par rapport aux instruments de musique, que les gens entendent les sons, que les gens voient comment fonctionne le didgeridoo, la cigar box, voilà. Et puis chacun a essayé un petit peu de présenter son travail. Donc là aussi c'est pareil, hein, on est un peu dans l'apprentissage de ça. Après, il y a toute une partie dans l'atelier Artémis qui concerne aussi les ateliers. Donc, parce que c'était quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur aussi avec Tiffaine, c'était d'être un lieu, pas seulement on va dire, de présentation de notre travail et de vente de notre travail, mais vraiment un lieu où on puisse partager notre savoir-faire et partager des moments d'expérience, en fait, avec le public. Donc, il y a tout un programme d'ateliers tous les mois qui est présenté et proposé aux gens. Merci beaucoup, Béatrice, donc Wasabi, de votre nom d'artiste, pour cette émission dans Code Rome X. Vous faites donc partie de l'atelier Artémis, qui se trouve entre le château de Pornic et la mairie de Pornic. C'est la rue Fernand-Demain. La rue Fernand-Demain, voilà, au 4 bis. On peut nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, et il y a un site aussi. Voilà. Et vous êtes bienvenus. On attend votre visite et votre soutien parce que voilà, quand on démarre, c'est pas simple. Il faut que ça fonctionne, mais on trouvait que c'était important qu'il y ait un lieu comme celui-là sur Pornic. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. Et puis on vous retrouvera tous les 4 autour de ce même plateau dans une petite semaine pour confronter justement ces retours d'émissions dans le cadre de Code Remix et puis vous avoir tous les 4 réunis cette fois-ci pour la radio. Merci, à bientôt alors. Merci.